Bonjour à toutes et à tous et nous sommes toujours dans cette 26e vidéo sur le langage Swift qui concerne l'auto-layout et ses amis. Dans cette vidéo, dans cette deuxième partie, nous allons utiliser l'auto-layout en créant nos premières contraintes. Donc cette vidéo concerne l'auto-layout et non les size class, ce n'est pas la même chose, bien qu'on fera une petite introduction aux size class dans cette vidéo pour bien différencier les deux. Et donc dans cette vidéo, nous allons utiliser quelques outils que Xcode met à notre disposition pour l'auto-layout. Et bien que je vous montrerai comment faire, on ne peut pas vraiment enseigner l'auto-layout, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre application, il n'y a pas de règles précises. Moi je peux simplement vous montrer comment on l'utilise, lui et ses outils. Alors avant d'aller plus loin, voici l'exemple que l'on va utiliser dans notre vidéo. C'est un exemple que l'on a commencé dans la première vidéo, sauf que dans la première vidéo, on a utilisé en décochant l'auto-layout et les size class pour pouvoir faire de la mise en page à l'ancienne et utiliser les outils qui étaient présents avant l'auto-layout. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous avez vu la première vidéo, et dans ce cas, il suffit de reprendre le projet de la première vidéo et de cocher ces deux cases, soit vous n'avez pas vu la première vidéo, et je vous conseille donc d'aller la voir, ou sinon je vous invite à télécharger le projet que j'ai en face de moi dans la description, afin qu'on ait tous les mêmes positions et dimensions pour chaque objet de l'interface graphique. Donc une fois que vous avez cela avec les deux cases cochées, Use Auto Layout et Use Size Class, nous allons pouvoir commencer. Et nous allons commencer par introduire les size class. Alors les classes de redimensionnement ou de taille, c'est-à-dire les size class, ont été introduites avec iOS 8 et permettent d'avoir un seul et unique storyboard pour les applications universelles, c'est-à-dire celles fonctionnant sur iPhone et iPad. Donc déjà on voit que c'est très pratique car cela nous permet d'avoir une seule et unique interface pour pouvoir réaliser des applications sur plusieurs formats. Ces classes de redimensionnement peuvent être définies pour tous les objets se trouvant dans l'interface graphique. Ça veut dire que tous les objets de votre interface sont soumis aux classes de redimensionnement, ou du moins peuvent l'être si vous l'utilisez. Il en existe deux types, la classe de redimensionnement horizontal et la classe de redimensionnement vertical. Toutes les deux peuvent être associées à trois valeurs, regular, compact ou any. Donc regular et compact sont des valeurs en général que l'on va trouver lorsqu'on a des tailles de redimensionnement précises comme le format d'un iPhone, le format d'un iPad en particulier, alors que any est la mention que l'on va retrouver pour développer sur tout type d'appareil. Donc any correspondrait à une interface qui est adaptée pour toutes les tailles d'écran. Et depuis Xcode 7, il est facile de basculer entre les différentes configurations. En effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au bas du storyboard se trouve la mention WNI, HNI, W pour width et H pour height. Le W représente ici la classe de redimensionnement horizontal et le H représente la classe de redimensionnement vertical. Et on voit qu'après le W et le H, il y a un de ces trois mots dont j'ai parlé précédemment. Et là ici on peut voir que W est à NI et H est à NI. Cela veut dire que les deux classes de redimensionnement sont redimensionnées à une taille d'interface qui s'adapte à tous les écrans. Et si justement on clique sur cette mention WNI HNI, une fenêtre apparaît avec la possibilité de passer d'une classe de redimensionnement à l'autre. Donc en fait lorsque vous cliquez dessus, il y a cette petite bulle qui apparaît. Dans cette bulle, vous voyez qu'il y a un carré blanc qui est divisé en plusieurs zones et à l'intérieur un carré bleu. Et bien ce carré bleu, on peut le redimensionner avec la souris. Et si vous le redimensionnez en fonction des zones du carré blanc divisé, et bien vous allez voir que la mention en haut de la bulle, donc là il y a marqué NI, et bien cette mention va changer, elle va passer de regular à compact ou de compact à regular ou de compact à any, ça c'est vous qui voyez en bougeant votre carré bleu. Et par défaut, on peut voir que le carré bleu prend les 4 divisions en haut à gauche du carré blanc. La mention ici est donc any et en dessous il y a bien marqué for all layouts. Donc ce carré bleu qui prend les 4 divisions en haut à gauche du carré blanc est la taille par défaut, c'est-à-dire une taille d'interface carrée, qui va s'adapter à tous les écrans. Et cette taille peut être redimensionnée avec votre souris si vous bougez donc le carré bleu. Donc vous verrez votre interface se redimensionner selon les divisions prises par le carré bleu. Donc si par défaut on a cette espèce de carré qui s'adapte pour tous les écrans, comme il est marqué au bas de la bulle, et bien maintenant vous savez pourquoi lorsqu'on crée un nouveau projet, une interface carrée apparaît par défaut au lieu d'une interface d'un appareil. C'est parce que par défaut les size class sont cochées et donc les classes de redimensionnement sont par défaut à any. Donc une taille carrée comme l'indiquait le carré bleu précédemment qui s'adapte à toutes les tailles d'écran. C'est pour ça d'ailleurs que dans la première vidéo, quand on a désactivé les size class, nous sommes revenus à une taille de téléphone sans passer par l'inspecteur de taille. Donc en fait, lorsque notre carré bleu prend les 4 divisions en haut à gauche du carré blanc, eh bien cela indique que notre interface de départ sera carrée. Voilà pourquoi il y a cette interface qui apparaît à l'écran lorsque l'on crée un nouveau projet. Et si vous avez du mal à visualiser comment cette interface carrée va nous permettre de développer sur plusieurs types d'appareils, eh bien on peut voir cette interface comme un iPhone à la fois au format portrait et à la fois au format paysage. On peut voir en effet que le portrait et paysage rentrent parfaitement dans cette interface.
D'ailleurs, petite expérience que je ne ferai pas dans cette vidéo, mais que vous pouvez faire chez vous, si vous placez 4 boutons à chaque coin de l'interface carré et que vous exécutez votre application au format portrait sur un iPhone, eh bien vous verrez les 2 boutons à gauche, tandis que si vous exécutez sur un iPhone au format paysage, eh bien vous verrez les 2 boutons en haut. Donc cela est la preuve que l'interface carré permet bien de développer sur plusieurs types d'orientation et plusieurs formats d'appareils. Donc petite démonstration de l'introduction au Size Class. Si vous cliquez sur la mention WNI-HNI au bas du storyboard, on a donc ce carré blanc qui apparaît et là je peux décider avec ma souris de redimensionner le carré bleu. Vous voyez, ici il y a Compact Width et Compact Height. Si je clique dessus, mon interface se redimensionne avec la classe du redimensionnement que j'ai définie. D'ailleurs ici le bandeau s'affiche en bleu pour montrer que j'ai modifié la taille d'interface. J'aurais pu aussi mettre tout le carré blanc. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué que c'est réservé aux iPads au format portrait ou paysage, donc ce qui donne ceci à l'écran, une interface beaucoup plus grande. Mais nous allons développer sur l'interface par défaut, donc on revient aux 4 divisions en haut à gauche du carré blanc. Voyons maintenant l'auto-layout en action. L'auto-layout fonctionne, comme je l'ai dit dans la première partie, avec des contraintes. Constraints en anglais. Ces contraintes vont servir à positionner les éléments selon notre envie. Je vous rappelle que ce sont des règles qui vont nous permettre de forcer, entre guillemets, à positionner les éléments où l'on veut. On ajoute des contraintes via un menu qui s'appelle le menu Pin et qui se situe en bas à droite du storyboard. Donc il est parmi ces 4 icônes et il s'agit de la 3e icône, donc le carré, avec 2 barres verticales de chaque côté. On peut cibler dans ce menu les marges voisines de chaque objet. Alors ce que j'appelle voisin d'un objet, eh bien c'est l'objet le plus proche de celui-ci. Donc soit c'est un objet qui est juste à côté, mais ça peut être aussi dans certains cas les marges de la supervue. Donc son voisin peut être aussi la superview, mais ça peut être aussi un objet graphique quelconque. Il faut juste retenir que dans le menu Pin, on va ajouter des contraintes en ciblant les marges voisines de l'objet auquel on est en train d'ajouter ces contraintes. Donc les contraintes ajoutées seront illustrées par des traits avec à chaque extrémité une marge, donc évidemment la marge de l'objet en lui-même et la marge de son voisin, et ces traits peuvent être de 3 couleurs différentes. Ils peuvent être de couleur rouge et cela indique des contraintes contradictoires, ça veut dire que vous avez défini des contraintes qui dans la logique ne peuvent pas être compatibles ou se contredisent. Ça peut vouloir dire aussi qu'il manque des contraintes justement et que comme il y a une absence de contraintes, ça contredit les contraintes déjà présentes. Ensuite, les traits en orange indiquent que des contraintes sont manquantes pour arriver à faire fonctionner l'auto-layout correctement, ou alors qu'un élément est égaré des autres. Si par exemple tous vos objets ont des contraintes sauf un, et bien celui-là à l'exécution peut se placer n'importe où sur l'interface, ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi les traits seraient en orange. Et si vos traits sont bleus, cela indique que tout est OK et que l'auto-layout a assez d'informations pour calculer la taille et la position de toutes les vues. Donc lorsque vous ferez de l'auto-layout à l'avenir, il faudra à tout prix terminer par des traits qui soient en bleu pour que l'auto-layout fonctionne sur toutes les tailles d'interface. Donc voici notre exemple avec 3 vues de différentes couleurs au format portrait. Donc ça c'est ce que l'on veut au format portrait, que la vue jaune et verte soit de même taille, chacune en haut à gauche, en haut à droite, et que la vue bleue soit en bas à gauche et à droite. Et on aimerait la même chose au format paysage, c'est-à-dire qu'on puisse voir toujours la vue jaune, verte et bleue sans qu'une de ces 3 dépasse de l'interface ou soit cachée par une interface trop petite, et qu'il y ait toujours ces mêmes marges internes entre les différentes vues. Si au format paysage on arrive à obtenir la même chose que ceci, et qu'évidemment les vues prennent tout l'espace possible et ce sur tous les appareils, alors on aura réussi notre mise en page automatique. Et comme je vous l'ai dit, l'ajout de contraintes, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre application. Là, maintenant, nous allons ajouter des contraintes parce que nous savons comment ces 3 vues que l'on a là doivent s'adapter au format paysage. Donc avant de commencer, nous allons cliquer dans le menu Pin, donc ici, et on peut voir que l'on a accès à plusieurs zones. Une première zone, une grande zone qui permet ici de définir les marges entre l'objet et son voisin le plus proche. Vous voyez, le petit carré représente l'objet qu'on aura sélectionné et les pointillés autour de chaque côté du carré représentent les marges autour de cet objet, avec à l'intérieur des zones de texte pour entrer des valeurs. Ici, une case à cocher qui détermine si on utilise les vraies marges de la superview, c'est-à-dire les marges grises que l'on voit là, toutes fines, ou alors si on utilise des marges par rapport à ce que l'interface offre déjà, comme par exemple le Top Layout Guide, qui est la barre qui permet d'afficher l'heure, le réseau, l'état de la batterie. Et c'est en général ce qu'on fera, c'est toujours mieux d'ajouter nos contraintes en utilisant les marges déjà définies de l'interface pour ne pas déborder justement sur cette zone qui peut être très utile à l'utilisateur. Donc ça c'est pour la première zone. Ici on a aussi une deuxième zone qui concerne la longueur et la hauteur, une troisième zone qui permet de rendre égales les hauteurs et les longueurs, et une quatrième zone qui est faite pour l'alignement, et vous voyez que ça n'est que des cases à cocher, et chaque case à cocher représente une contrainte à ajouter. Pareil, d'ailleurs ici chacune des 4 marges représente une contrainte à ajouter,
Ici, on a une liste déroulante qui permet de dire si on met à jour la vue en fonction des contraintes que l'on a ajoutées, ou si on attendra l'exécution de l'application pour voir quel est le rendu. En général, on attendra l'exécution, on laissera cette liste déroulante à None. Et en dessous, un bouton qui nous permet d'ajouter les contraintes, qui est pour l'instant verrouillé car on n'a sélectionné aucune contrainte, mais qui se déverrouillera quand on en aura sélectionné une. Donc avant de commencer à ajouter des contraintes, il faut sélectionner la vue qui va concerner la contrainte. On va commencer par la contrainte qui dit que la vue jaune et verte doit avoir des longueurs égales. Et ce, peu importe la taille d'interface. Donc on va sélectionner les deux. Ensuite, on va aller dans le menu Pin. Et nous allons cocher la case Equal Width. Et là, j'ai coché une contrainte. Et il me suffit de cliquer sur le bouton Add One Constraint pour ajouter la contrainte à l'interface. Donc ici, on peut voir que les contraintes sont illustrées par des traits rouges. Ces traits rouges ici qui veut dire qu'on a des contraintes contradictoires, mais c'est normal parce qu'on n'en a pas mis assez pour que l'auto-layout puisse fonctionner. On a d'autres contraintes qui sont par défaut à 0 ou que par défaut Xcode a choisi et cela contredit les contraintes que l'on a mis. Donc on va continuer à en ajouter jusqu'à ce que les traits deviennent bleus. Évidemment, on va pas en ajouter partout au hasard. On va en ajouter selon nos besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc par exemple, on peut ajouter la contrainte qui dit que l'interface jaune doit être placée à une distance de 20 de l'interface verte. D'ailleurs, en parlant des distances, donc on revient sur le menu Pin en sélectionnant la vue jaune. Nous avons ici donc notre carré qui est la vue jaune. Je clique sur la marge de droite pour activer la contrainte. Et ici, je vais mettre une distance de 20, comme c'est indiqué. Donc cette distance, elle s'exprime en points. C'est l'unité utilisée par Xcode, c'est 20 points. Et pour les écrans non Retina, 1 point est égal à 1 pixel. Et pour les écrans Retina, 1 point est égal à 2 pixels. Donc ici, nous allons supposer que nous n'avons pas d'écran Retina, ça sera plus facile. Donc ici, on va ajouter une marge de 20 points, donc de 20 pixels. Et ce, quoi qu'il arrive, sur n'importe quelle interface d'appareil. Donc une fois que j'ai cliqué sur la marge rouge à droite, que j'ai entré la valeur de 20 en vérifiant bien que cette case-là soit cochée, j'ajoute une contrainte. Elle apparaît encore par un trait rouge, et cela indique qu'il manque encore des contraintes, mais au moins maintenant, on sait que peu importe les interfaces, la vue jaune sera à 20 pixels de la vue verte, et que ces deux vues auront des longueurs égales. Donc une autre chose que l'on peut faire comme contrainte, c'est par exemple fixer la vue jaune en haut à gauche. Donc en retournant dans le menu Pin, on va cliquer sur les contraintes haut et gauche, en laissant les valeurs de 0 par défaut. On va juste dire que la vue jaune doit se tenir en haut et à gauche. Donc si vous vous souvenez, dans la première vidéo, on avait fait aussi quelque chose de similaire en utilisant des outils comme l'auto-resizing ou le code. Mais on y avait trouvé des inconvénients et c'est pour ça qu'on le teste maintenant avec l'auto-layout car vous allez voir que ces inconvénients disparaissent. Donc une fois qu'on a fait ça pour la vue jaune, on va faire de même pour la vue verte. On va la placer en haut à droite. Donc dans le menu Pin, cette fois-ci, je clique sur les marges haut et droite, en laissant pour l'instant les distances par défaut, j'ajoute deux contraintes, et hop, vous voyez que maintenant, nos contraintes sont bleues. La contrainte d'espace est bleue, les longueurs égales sont bleues aussi, et ici, les contraintes sont bien illustrées par des traits de couleur bleue, donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on va faire de même pour la vue bleue, qui elle doit être en bas à gauche et à droite, donc pour ça, on coche la marge de gauche, la marge en bas et la marge de droite. On ajoute ces trois contraintes, et donc voilà où on en est. On peut voir qu'il y a encore quelques contraintes qui sont rouges. D'ailleurs, si vous voulez mieux les voir, vous pouvez sélectionner vos trois vues, et vous verrez toutes les contraintes que vous avez ajoutées. Donc on voit ici qu'il y a des contraintes qui sont en rouge de manière verticale, comme on peut le voir ici ou ici. Mais nous, on cherche à avoir des contraintes bleues de partout. Donc on va ajouter encore une autre contrainte, on va par exemple garder nos trois vues sélectionnées, et leur ajouter une contrainte qui dit que les hauteurs de ces trois vues doivent être égales. Donc je clique sur la contrainte et j'ajoute deux contraintes. Alors pourquoi ici il y a deux contraintes qui sont ajoutées et pas une ni trois? Eh bien c'est parce que la vue bleue a besoin d'être à la même hauteur que la vue jaune ou la vue verte. Et comme la vue jaune et verte ont des longueurs égales, la vue bleue se base soit sur la vue jaune, soit sur la vue verte. Ce qui fait qu'on va se baser sur deux hauteurs, donc deux contraintes. Donc je clique sur ajouter deux contraintes. Maintenant on a les contraintes qui illustrent ici la hauteur de chaque vue, qui sont donc en rouge, donc il faut encore plus de contraintes pour qu'elles soient bleues. Et donc maintenant il faut trouver d'autres contraintes à ajouter, c'est là que c'est pas trop évident, mais une autre contrainte qu'on peut ajouter par exemple, c'est qu'on peut sélectionner la vue jaune et la vue bleue, et qu'on peut leur dire que ces deux vues-là doivent être le plus proche de leur voisin du bas. Cela va obliger la vue bleue à se coller au bas de l'interface et la vue jaune à se coller à la vue bleue comme il faut. D'ailleurs, vous voyez qu'ici il y a marqué multiple car on a sélectionné deux vues qui ont des valeurs différentes selon les voisins le plus proches. La valeur au bas de la vue jaune entre la vue jaune et bleue est plus courte que la valeur au bas de la vue bleue entre la vue bleue et la super view. Voilà pourquoi il y a marqué multiple. Et nous, en ajoutant la contrainte de la marge du bas, on va forcer les deux éléments à se positionner correctement. Donc j'ajoute les deux contraintes, et voilà, maintenant toutes nos contraintes sont bleues, et je pense que Xcode a assez d'informations pour faire fonctionner l'auto-layout.
Alors avant d'aller plus loin, ces contraintes sont des objets qui font partie de l'interface. On les retrouve dans le petit volet à gauche que vous pouvez afficher grâce à cette icône. Donc on les retrouve dans un groupe qui s'appelle Constraints. Et si vous sélectionnez les contraintes que vous avez mis, eh bien cela sélectionnera les traits sur l'interface. Donc vous pouvez voir très clairement quelles sont les contraintes que vous avez ajoutées et c'est très pratique. Vous pouvez aussi cliquer sur une contrainte de l'interface. Cela la sélectionnera dans le petit volet de gauche, mais aussi vous offrira la possibilité de modifier les constantes de ces contraintes en allant dans l'inspecteur de taille. Une fenêtre spécialement pour cette contrainte est créée, et ici on peut changer plusieurs choses qui sont avancées que nous n'allons pas voir, car nous n'en avons pas besoin pour apprendre l'auto-layout. Mais sachez en tout cas que ces fenêtres existent pour toutes les contraintes que l'on a ajoutées à l'interface. Aussi, on peut trouver les contraintes ailleurs, on peut tout simplement cliquer sur une vue, et toujours dans l'inspecteur de taille, ici, juste au-dessus de la bibliothèque graphique, nous avons toutes les contraintes qui ont été associées à la vue en jaune. Donc la vue en jaune est associée à 7 contraintes. Ce sont des contraintes évidemment que l'on peut éditer encore une fois en cliquant sur Edit, en changeant les valeurs des constantes, un peu comme la fenêtre dédiée spécialement aux contraintes qu'on a vues tout à l'heure ici. Et justement, nous allons utiliser cette édition pour la vue qui est en haut à droite. Pourquoi? Eh bien car on peut voir ici que la vue doit se coller en haut à droite, mais qu'elle est à une distance de 280 pixels du bord, donc c'est celle-là, cette contrainte-là. Et à l'exécution, il ne faut pas qu'elle soit à 280 pixels du bord. Il faut qu'elle soit, on va dire, à 20 pixels pour rendre les choses à peu près égales. Donc ici, nous allons cliquer sur Edit, et au lieu de 280, eh bien nous allons mettre 20. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on change la valeur de la constante, c'est-à-dire la valeur de la dimension, entre notre vue en haut à droite et la marge de la super view. Donc la dimension entre l'objet et son voisin. Cliquez ensuite sur Entrée et vous voyez que les deux interfaces se redimensionnent correctement. Nous allons faire maintenant de même pour la vue en bleu, car elle aussi est à 280, et nous allons mettre 20. Cliquez sur Entrée et votre interface est maintenant prête à s'adapter pour tout type d'appareil. Donc pour voir ce que ça donne, nous allons utiliser la prévisualisation, cet outil que l'on a utilisé dans la première partie. Il suffit pour ça de scinder l'écran en deux. Et cette fois-ci, au lieu de voir l'interface de code, eh bien on va aller dans Automatique, sélectionner Preview, puis Main.Storyboard. Alors ici, on a ce que donne notre interface sur un iPhone 4 pouces. Si je tourne cet iPhone 4 pouces au format paysage, on voit que ça donne quelque chose de très satisfaisant. On a nos vues qui sont de même hauteur, ces deux vues de même longueur et la marge interne qui est bien respectée. Mais je ne suis pas obligé de tester que sur un iPhone 4 pouces, je peux aussi tester sur un autre iPhone, par exemple 4,7 pouces qui est l'équivalent d'un iPhone 6. Alors je vais supprimer la prévisualisation de l'iPhone 4 pouces et vous voyez que sur un iPhone 6, ça donne aussi quelque chose de satisfaisant. Bon évidemment, ce petit décalage qui est plus grand ici et en bas, on le retrouve sur notre interface de base. Ça c'est parce que les 20 pixels n'étaient pas suffisants, mais il suffit de rajouter 10 pixels en bas et à droite pour que ça prenne tout l'interface. Mais au moins, quand je tourne ici au format paysage pour l'iPhone 6, exactement comme pour l'iPhone de 4 pouces, on a quelque chose de satisfaisant. Vous voyez, on a réussi notre objectif qui était d'avoir les trois vues au centre de l'interface avec les marges internes respectées, toutes les vues de même hauteur et ces deux vues de même longueur. Donc ici, les contraintes que l'on a définies sont bien respectées. Et je peux faire de même aussi sur iPad. Par exemple, je peux sélectionner un iPad Air 2, donc en plein écran. Vous voyez qu'au format portrait, eh bien on a une interface qui ressemble beaucoup à celle de base, c'est parfait. Et si je tourne l'iPad au format paysage, on a aussi quelque chose qui s'adapte parfaitement bien. Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus utile que les outils que l'on a utilisés dans la première vidéo. Donc l'auto-layout est vraiment un outil assez extraordinaire, car il permet de faire ce genre de choses, c'est-à-dire arriver à positionner les éléments sur plusieurs types d'appareils. Donc pareil, je peux prendre un iPad Pro, il n'y a aucun dépassement, et ça c'est vraiment parfait, car maintenant on sait que l'auto-layout est un outil assez puissant pour faire fonctionner la position des éléments sur tous les types d'appareils. Et bien sûr, on s'aide évidemment des size classes qui nous permettent d'avoir une seule interface, un seul storyboard, pour développer sur plusieurs types d'appareils, comme on vient de le voir dans la prévisualisation. À ce stade, nous ne pouvons que remercier l'auto-layout, car grâce à lui, nous avons réussi à avoir une disposition parfaitement adaptative de nos objets sur différents types d'appareils. Avant cela, il fallait tout gérer au code comme on a vu ça dans la première partie, donc cet outil simplifie extrêmement bien la chose. Et bien sûr, il faut être conscient qu'il faut l'utiliser beaucoup pour pouvoir s'habituer et bien le manipuler. Par contre, ne comptez pas que sur lui. Comptez aussi sur vous. L'idée de l'auto-layout est de simplifier le redimensionnement des éléments par l'intermédiaire de l'ajout des contraintes de taille, donc ce qui est bien pratique, mais c'est vous qui devez contrôler la chose. Donc ne faites pas une interface où vous balancez vos objets n'importe où pour ensuite les redimensionner avec l'auto-layout, parce que c'est bien l'auto-layout qui va vous aider à développer sur plusieurs types d'orientation et plusieurs types d'appareils, mais il ne faut pas le voir comme un pilote automatique, c'est vous qui devez être maître de votre application.
Cette deuxième partie est maintenant terminée, merci de l'avoir visionné. Dans la troisième partie, je ne sais pas si ça va être la dernière, mais nous allons continuer à explorer le menu de l'auto-layout. Nous avons vu dans cette vidéo le menu pin, nous allons voir d'autres items la prochaine fois. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de l'auto-layout et de ses amis.